Alors maintenant, je vais présenter notre prochain dernier orateur pour aujourd'hui, Monsieur Étienne Gis, alors directeur de recherche au CNRS en poste à l'ENS de Lyon. Il est membre de l'Académie des sciences, d'un mathématicien très renommé qui spécialise vraiment dans les systèmes dynamiques et on peut vraiment dire que c'est un des plus grands disciples français de Henri Poincaré, sinon de manière directe quand même au niveau des idées. Et il porte deux chapeaux, Monsieur Gis, parce qu'il est chercheur très fort, très renommé, mais depuis longtemps, il adore aussi la communication des mathématiques au grand public. Donc, je lui laisse la parole. Bonsoir à tous. Vous me voyez, je ne vous vois pas, je suis dans les projecteurs. Nous sommes ici aujourd'hui pour commémorer le centenaire de la mort de Poincaré. Et dans cette même salle absolument merveilleuse, il y a 58 ans, on commémorait le centenaire de sa naissance. Alors j'ai retrouvé le carton d'invitation pour cette cérémonie du 100e anniversaire de la naissance d'Henri Poincaré. Et je voudrais vous montrer que les temps ont changé, que les habitudes sont différentes. Alors voici la deuxième page qui vous montre que, au lieu de clown, on avait la présence du président de la République, de 4 ministres, Affaires étrangères, Défense nationale, Éducation nationale, Industrie et Commerce. Les temps changent, n'est-ce pas? Et puis vous avez ici le programme de la journée. Les temps changent, l'après-midi commençait par la Marseillaise. Et c'est pourtant le même monsieur Poincaré. Alors je vous montre un portrait d'Henri Poincaré, près de la fin de ses jours. Ne dites pas qu'il est vieux, il a mon âge. Et vous voyez, c'est sur une plaque de chocolat. C'est une époque où les savants étaient si célèbres, où certains savants étaient si célèbres, qu'on les mettait en photo, en portrait, sur les plaques de chocolat, et les enfants s'échangeaient des vignettes. Le monde change. Bon, Cédric, tu as été sur la une de beaucoup de journaux. Il faut que tu travailles encore un peu pour être sur les plaques de chocolat. Travaille, travaille. Il y a une chose qui m'a toujours intéressé, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a de commun entre un homme mûr et l'enfant qu'il était. Et en particulier, qu'est-ce qu'il y a de commun entre un jeune mathématicien et un mathématicien expérimenté, et en particulier entre ce jeune homme d'une dizaine d'années, Henri Poincaré, et l'homme mûr que je viens de vous montrer. Qu'est-ce qu'il y a de commun? En particulier au niveau des maths. Si je réfléchis aux maths qui m'intéressent moi aujourd'hui, bien sûr, j'étais incapable d'y réfléchir quand j'avais 12 ans, et les maths qui me passionnaient quand j'avais 12 ans, je les trouve ennuyeuses aujourd'hui. Et pourtant, je suis le même personnage. Et je pense qu'il y a une chose qui est commune, en particulier dans le cas de Poincaré, c'est un certain nombre de passions. Et parmi les passions de Poincaré, de toute sa jeunesse jusque ses derniers jours, et je vais essayer de vous le montrer aujourd'hui, il y avait la passion de l'astronomie, la passion du ciel, des étoiles, des planètes, etc. Il y avait une passion enfantine qu'il a gardée toute sa vie. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous donner un petit aperçu extrêmement pointilliste du travail de Poincaré en mécanique céleste, en astronomie. Mais l'approche que je vous propose est une approche complètement idéal, je ne suis pas sûr que ce que je vais dire est vrai. J'ai constaté que le livre de Jules Verne, De la Terre à la Lune, est paru quand Poincaré avait 11 ans. Et comme ce livre a eu tant de succès en France et dans le monde entier, j'aime imaginer que Jules Verne a eu une influence sur Poincaré, que la passion pour les étoiles, pour les planètes, pour les mouvements de l'astronomie, date de cette époque. Alors voici la couverture du livre De la Terre à la Lune de Jules Verne. Je n'ai pas pris l'édition originale,
J'ai pris celle-ci, celle qui est dans ma bibliothèque. C'est le livre que j'ai lu quand j'avais 12 ans. Il se trouve que je suis né 100 ans après lui. J'espère que je ne vais pas mourir 100 ans après. C'est un livre absolument passionnant. Je crois que vous le connaissez. Beaucoup d'entre vous l'ont lu et beaucoup d'entre vous ont eu une passion pour les sciences grâce aux aventures merveilleuses de Jules Verne. Alors, vous connaissez l'idée. Jules Verne raconte l'histoire après la guerre de sécession aux États-Unis. Mais y aurait-il un lien entre la guerre et la science? C'est une autre question. Jules Verne imagine que les Américains envoient un boulet de canon vers la Lune. Et arrivé à un certain moment, un Français, Michel Ardan, si vous retournez le nom de Ardan, vous avez Nadar, qui était un ami intime de Jules Verne, qui était le photographe extrêmement connu. Un Français arrive et dit « ça serait mieux si on rentrait dans le boulet ». Et voilà que trois héros, que je vous montre tout de suite, dans l'illustration de mon livre quand j'étais adolescent, rentrent dans un boulet. Alors je vous les présente. À gauche, vous avez, en train de fumer dans son fauteuil, Michel Ardan, le Français, plein d'enthousiasme, ne connaissant absolument rien en sciences, mais plein de bon sens. Et puis vous avez Barbicane et Nicole, qui sont les deux Américains qui, au début de l'histoire, étaient des ennemis et qui, à la fin de l'histoire, sont des amis. Alors ces gens partent et on se pose la question, comment aller sur la Lune avec un boulet de canon? Alors, voici, l'idée est très simple. Vous avez ici la Lune qui tourne autour de la Terre. Le disque rouge représente le plan dans lequel la Lune tourne autour de la Terre. Ce plan, bien entendu, ne coupe pas la Terre sur l'équateur. Et on a envie de lancer un boulet de canon à partir de cette ligne rouge en direction de la Lune, en visant juste avant pour que le temps que la Lune tourne, on arrive sur la Lune. Le projet est très simple. Alors, de où partir? Eh bien, il faut que ça soit sur la Terre, il faut que ça soit aux États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de choix, c'est la Floride. Nous allons donc partir de la Floride, pas très loin de Cap Canaveral. Alors maintenant, à quelle vitesse faut-il partir? Alors, je vais vous lire quelques extraits d'un chapitre merveilleux du livre de Jules Verne qui s'appelle « Un peu d'algèbre ». « Michel, répliqua Barbicane, crois-tu qu'on puisse forger sans marteau ou labourer sans charrue? Difficilement. Bien sûr, Michel Ardan est plein de bon sens. Eh bien, l'algèbre est un outil comme la charrue ou le marteau et un bon outil pour qui sait l'employer. Et tu pourrais manier cet outil devant moi, si ça t'intéresse, et tu pourrais me montrer comment on a calculé la vitesse initiale de notre wagon. Oui, mon digne ami, en tenant compte de tous les éléments du problème, de la distance du centre de la Terre au centre de la Lune, du rayon de la Terre, de la masse de la Terre, de la masse de la Lune, je puis établir exactement quelle a dû être la vitesse initiale du projectile, et cela par une simple formule. Voyons la formule. Tu la verras. Je considérerai la Terre et la Lune comme immobiles. Cela nous suffit. Et pourquoi? La raison, Michel Ardan, pourquoi faudrait-il supposer que la Terre et la Lune sont immobiles? Et voici pas que Barbicane répond, parce que ce serait chercher la solution de ce problème qu'on appelle le problème des trois corps, et que le calcul intégral n'est pas encore assez avancé pour résoudre. Tiens, fit Michel Ardan de son ton narquois, les mathématiques n'ont-elles donc pas dit leur dernier mot? Certainement non, répond Barbicane. Oh, il me plaît de croire que le jeune Poincaré, lisant ça, se dit « je vais résoudre le problème des trois corps ». Peut-être. Alors, il calcule la vitesse, et le chapitre où on calcule la vitesse est absolument délicieux, mais il est trop long pour que je vous le lise ici. Je dois vous dire que ce petit dialogue que je viens de vous lire se passe après que le boulet soit parti, alors que les trois astronautes sont en train tranquillement de discuter dans leur boulet.
Et il se pose la question de savoir comment on calcule la vitesse seulement après. Et alors voici. À la fin du chapitre, on lit « Et maintenant, dit Nicole, pour obtenir la vitesse du boulet au sortir de l'atmosphère, il n'y a plus qu'à calculer. » Le capitaine, en praticien rompu à toutes les difficultés, se mit à chiffrer avec une rapidité effrayante. Division et multiplication s'allongeaient sous ses doigts. Les chiffres grêlaient sa page blanche. Barbicane le suivait du regard pendant que Michel Ardan comprimait à deux mains une migraine naissante. « Eh bien, demanda Barbicane après quelques minutes de silence. « Eh bien, tout calcul fait, répondit Nicole. V0, c'est-à-dire la vitesse du projectile au sortir de l'atmosphère, pour atteindre le point d'égale attraction, a dû être de 11 051 mètres dans la première seconde. »« Hein » fit Barbicane, bondissant. « Vous dites 11 051 mètres. Malédiction !» s'écria le président en faisant un geste de désespoir. « Qu'as-tu » demanda Michel Ardan, très surpris. Et l'observatoire de Cambridge qui a déclaré que 11 000 mètres suffisaient au départ, et notre boulet qui n'est parti qu'avec cette vitesse. Eh bien, elle sera insuffisante. Nom d'un boulet, s'écria Michel Ardan, sautant comme si le projectile fût sur le point de heurter le sphéroïde terrestre. Nous allons retomber sur la Terre. Catastrophe, le boulet est parti avec une vitesse insuffisante. Alors, je me suis amusé avec Joss Less, qui est quelque part dans la salle et que je remercie chaleureusement pour son aide pour les petits bouts de film que nous allons voir. Je me suis amusé à lancer le boulet de canon exactement selon les indications données par De la Terre à la Lune et pour voir ce qu'il allait lui arriver. Alors, pour rigoler un peu, on a pris la fusée de Tintin au lieu de prendre le boulet. Alors, le voilà, il décolle depuis la Floride avec la vitesse de 11 000 mètres par seconde prescrite par les astronomes de l'observatoire de Cambridge. Et voici ce qui se passe. Catastrophe. On ne va pas sur la Lune, mais surtout, on retombe sur la Terre, ou plus précisément dans le Pacifique, un peu plus vite que ne le prévoit Jules Verne, en 5 jours, 23 heures et 9 minutes. Alors il aurait fallu, l'histoire raconte que en fait, le canon qu'ils ont construit était un peu plus puissant que ce que les astronomes de Cambridge avaient proposé, ce qui fait qu'en fait, il est parti un peu plus vite que 11 000 mètres par seconde. Alors je vais vous montrer ce que ça aurait donné si on partait un tout petit peu plus vite que 11 000 mètres par seconde. Vous voyez, on arrive à la Lune. On tourne autour, et on rate et on revient. Mais pire, en revenant, on rate la Terre. Et on se met à tourner, et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, la Lune tourne autour de la Terre, et de temps en temps, elle vient interférer avec ce mouvement de la fusée, ou du boulet, et alors il se trouve qu'après un certain temps, quand même, on revient sur Terre. Alors, le livre se termine par une espèce de petite suspense, puisque après que le projectile soit parti, on découvre qu'on ne le voit plus, et puis finalement il regarde dans un télescope, et on a le communiqué suivant de l'observatoire de Cambridge. Le projectile lancé par la Columbiad a été aperçu par M. Belfast le 12 décembre à 8h45 du soir, la Lune étant entrée dans son dernier quartier. Ce projectile n'est point arrivé à son but, il a passé à côté, mais assez près cependant pour être retenu par l'attraction lunaire. Là, son mouvement rectiligne s'est changé en un mouvement circulaire d'une rapidité vertigineuse et il a été entraîné suivant une orbite elliptique autour de la Terre dont il est devenu le satellite. Ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est que ce communiqué est faux. Et je suis sûr que Poincaré, dans l'angoisse de voir sortir le 2e tome autour de la Lune, qui est sorti 5 ans plus tard, a travaillé sur le théorème du retour de Poincaré, dont je vais vous parler. La dernière phrase de ce livre dit
un seul homme ne pouvait admettre la situation. Un seul avait confiance, et c'était leur ami dévoué et audacieux, le brave Matson. À eux trois, ils emportent dans l'espace toutes les ressources de l'art, de la science et de l'industrie. Avec cela, on fait ce qu'on veut, et vous verrez, ils se tireront d'affaire. Et effectivement, je vais essayer de vous expliquer le théorème du retour de Poincaré dans sa première version. Le théorème dit la chose suivante. Si on lance un boulet depuis la surface de la Terre avec une vitesse inférieure à 11 023,7 mètres par seconde, il est presque sûr qu'il reviendra sur la Terre. Ça, c'est la première partie du théorème. Deuxième partie du théorème. Si on lance un boulet avec une vitesse comprise entre 11 023,7 mètres par seconde et 11 024,5 mètres par seconde, c'est presque la même chose. Eh bien, il pourra peut-être atteindre la Lune, mais s'il ne l'atteint pas, il est presque sûr qu'il reviendra sur Terre. En particulier, et c'est ce en particulier qui prouve que Jules Verne avait tort, il est impossible, il est presque impossible de satelliser un boulet de canon lancé de la Terre autour de la Lune. Et la troisième partie, c'est que si on lance un boulet un peu plus vite, avec une vitesse supérieure à 11 024,5 mètres par seconde, il est bien possible qu'il rate la Lune. Et il est possible également qu'il ne revienne jamais sur Terre. Vous voyez que les vitesses qui sont en jeu sont extrêmement rapprochées. C'est à 1 mètre par seconde près. 1 mètre par seconde, ce n'est pas beaucoup. Hein, c'est pas beaucoup. Hein, par rapport à 11 000. J'allais vous trouver chercher quelque chose de... Alors, voici Poincaré en 1890, lorsqu'il a démontré ce théorème que je viens de vous expliquer. Et puis, je voulais faire un petit intermède pour vous placer dans le contexte un peu culturel, historique de l'époque. Et la Lune, l'astronomie, etc., c'était très, très à la mode. Et je vous mets un tout petit extrait de ce film très, très important dans l'histoire du cinéma, qui est Le Voyage dans la Lune de Méliès. Voici un petit extrait. Vous voyez ici le lancement du boulet. Vous voyez, c'est merveilleux. Hein, c'est merveilleux. Hein, c'est absolument merveilleux. 1902. Alors, les amateurs de cinéma disent que ce qui n'est pas intéressant, ce n'est pas trop le cadrage qui est toujours sur un plan fixe. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des premiers films qui a mis de l'art dans le cinéma. Et c'est l'un des premiers films qui a lancé ce qu'on appelait à l'époque le cinéma féerique, et ce qui est devenu par la suite la science-fiction. Alors tout le monde s'en va comme ça sur la Lune, et puis vous avez cette scène extrêmement connue de la rencontre entre la Lune et le boulet. Et puis après, vous allez voir arriver nos héros. Cette image est très connue, il me semble. Et puis ensuite, les astronautes arrivent sur la Lune. Et voilà, ils arrivent, ils sortent. Ce que je trouve absolument merveilleux, c'est qu'ils sortent avec leur parapluie. D'ailleurs, dans la suite de l'histoire que je ne vous montrerai pas, les parapluies sont très utiles pour se battre contre les Sélénites, qui sont de méchants personnages. Alors, continuons un petit peu avec ce théorème de récurrence de Poincaré, de retour de Poincaré. C'est trop compliqué de comprendre le mouvement des planètes. Alors une chose qui est plus simple, et c'est vraiment une tendance générale en mathématiques, quand un problème est trop compliqué, on le remplace par un problème plus simple, ben c'est d'étudier le mouvement d'une bille dans une cuvette, tout simplement. Alors vous voyez cette cuvette, elle est bien régulière, vous voyez la bille tourne en faisant des espèces de rosaces. Et ça serait un peu le cas où il y aurait seulement l'attraction du Soleil. On pourrait imaginer que la bille est attirée par le centre et elle tourne pour faire ses rosaces. Mais si vous prenez une cuvette qui a maintenant une petite bosse là, une petite lune dans un coin, une petite lune qui attire la bille, vous voyez que la bille tourne et de temps en temps elle est happée par le petit trou du côté, mais vous voyez, elle revient toujours. Elle ne se satellise pas autour de la Lune. Elle tourne. Et puis de temps à autre, elle va visiter la Lune, mais elle revient. Et c'est ça que dit le théorème de Poincaré, et c'est ça ce théorème que je voudrais vous expliquer.
Alors, voici la deuxième version du théorème de Poincaré. Quand on lance une bille dans une cuvette, on est presque sûr de revenir tout près de son point de départ. Alors, je ne vous dis pas quand, mais le théorème dit, si vous lancez une bille, c'est presque sûr qu'elle va revenir juste à côté du point où elle est partie. Alors, pour expliquer tout ça, c'est un peu compliqué, mais une manière de le regarder, c'est, vous voyez, regardez la bille ici dans ma cuvette, elle reste confinée dans une zone que j'ai dessinée ici en vert, qui est une ligne de niveau de la cuvette. Plus on monte, plus la vitesse baisse, et il y a un moment où la vitesse s'annule, donc on ne peut pas aller trop haut dans la cuvette. Donc on reste un peu confiné dans cette cuvette qui, en l'occurrence, est circulaire. Mais si on regarde dans une cuvette plus compliquée, comme je l'ai montré tout à l'heure, la cuvette prend une autre forme, que les astronomes appellent une surface de Hill. Et vous voyez, de la même manière, la cuvette se promène, et elle se promène à l'intérieur de ce domaine. Ça fait penser un peu, et c'est pour ça qu'on a choisi la couleur verte, ça fait penser un peu à un jeu de billard. On a une bille qui se promène dans un domaine, et puis quand elle arrive sur le bord, c'est un peu comme si elle rebondissait sur le bord. Alors je vous l'ai dit, en mathématiques, un problème difficile, on le remplace par un problème plus facile. Eh bien, remplaçons-le par un problème du billard. Alors voici un billard circulaire, le plus simple. Vous lancez une bille, elle bute sur le bord de la table, et vous voyez, là, on voit une trajectoire extrêmement simple. Et cette trajectoire simple, vous voyez qu'elle est l'analogue de ce qu'on a vu précédemment avec les, comment j'appelais ça, les rosaces. Hein, c'est l'analogue du mouvement dans une cuvette extrêmement simple. Si je prends une table de billard un peu plus compliquée, comme celle-ci, qui n'est pas tout à fait ronde, vous voyez que le mouvement est plus complexe. Et c'est ça qu'on aimerait comprendre. À quoi ressemble le mouvement d'une bille de billard dans une table de billard qui n'est pas tout à fait ronde? Et si on arrive à comprendre ces choses-là, peut-être qu'on arrivera à comprendre ce qui se passe pour une bille dans une cuvette. Et si on arrive à comprendre ce qui se passe pour une bille dans une cuvette, peut-être qu'on arrivera à se comprendre ce qui se passe pour une planète qui se promène dans l'espace. Alors, l'une des idées principales de Poincaré est toujours simplifier, 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 jusqu'au moment où on comprend. Voici la troisième version du théorème de récurrence de Poincaré, du théorème du retour de Poincaré. Si on lance une bille sur une table de billard, il est presque sûr qu'elle reviendra tôt ou tard près de son point de départ. Voilà la troisième forme du théorème. Alors comment on peut démontrer un truc comme ça? Et vous allez voir que c'est un exemple où Poincaré est absolument superbe. Il géométrise la situation. Alors il introduit ce qu'on appelle l'espace des phases. Vous voyez, à gauche, on a une table de billard. Et pour lancer la bille, il faut choisir un point sur le bord, mais il faut choisir aussi l'angle que fait la queue de billard avec la table. Eh bien, l'ensemble des configurations possibles dessine un anneau. Et jouer au billard, c'est étudier ce qui se passe quand on transforme un anneau dans lui-même. Ce que fait Poincaré, c'est qu'il transforme la question mécanique, la question des planètes, la question de la cuvette, la question du billard, il la transforme en une question purement géométrique de comprendre ce qui se passe quand un point se déplace à l'intérieur d'un anneau. Et vous voyez sur cette figure qu'il y a des choses que le mathématicien ou le physicien ont envie de comprendre. Vous voyez, il y a des petites îles blanches où la trajectoire n'a pas pénétré. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Voilà le genre de question qui a directement intéressé Poincaré. Alors, voici un autre exemple d'une autre trajectoire, vous voyez. On joue au billard dans la table, et à droite, vous voyez, dans l'espace des configurations, vous voyez les points correspondants. Vous voyez, la trajectoire est un peu bizarre, elle ne va pas partout. C'est ce qu'on appelle une trajectoire quasi-périodique. Vous voyez, les deux figures se répondent l'une à l'autre. Et Poincaré préfère travailler du côté droit que du côté gauche. Alors maintenant, voici comment Poincaré énonce son théorème. Regardez, vous prenez ici un anneau, et dans cet anneau, j'ai dessiné en jaune une petite zone jaune. Cette petite zone jaune correspond
aux conditions initiales, comme on dit, c'est-à-dire les positions où je mets ma bille et les directions dans lesquelles je vise. Et on regarde une seconde plus tard où se retrouve la bille. Elle se retrouve dans une autre zone, et 2 secondes plus tard dans une autre zone, et 3 secondes plus tard dans une autre zone, et une autre zone. Et Poincaré établit un théorème qui, à vrai dire, était déjà connu, mais lui donne tout son sel et tout son sens. Poincaré établit que toutes ces petites zones jaunes ont toutes la même superficie, ont toutes la même aire. Et une fois qu'on a fait cette remarque, que les mathématiciens appellent le théorème de Liouville, mais que Liouville avait démontré auparavant sans avoir jamais pensé à la géométriser, à l'expliquer, eh bien une fois qu'on a fait cette remarque, on fait la remarque tout simplement que quand on met plein de petits bouts comme ça, qui ont tous la même superficie, si on en met trop, à un moment, il va bien falloir qu'ils s'empiètent. Si vous avez 1 mètre carré et que vous mettez des petites taches dedans, chacune faisant 10 cm carrés, au bout d'un certain temps, vous allez bien être obligé de mettre 2 taches qui se chevauchent, parce que sinon la superficie du carré serait trop grande. Alors partant de cette idée, vous en déduisez qu'il y a certaines tâches qui reviennent sur elles-mêmes, et si vous réfléchissez un peu, vous comprenez que dire qu'une tâche revient sur elle-même, c'est dire que le billard est revenu proche de sa condition initiale. Et c'est ça l'essence de la preuve du théorème de retour de Poincaré, dont je vous donne ici la version technique, mais rassurez-vous, on va vite redevenir un peu moins technique, c'est pour vous montrer l'énoncé, soit T, une transformation d'un domaine dans lui-même, de volume fini. On suppose que T préserve le volume. Alors, quelle que soit la partie A digne de condition initiale de volume positif, presque tous les points de A reviennent dans A. En d'autres termes, pour presque tout point de A, il existe un temps n tel que t puissance n de x appartient à A. Ça, c'est la façon formelle d'exprimer le théorème. Et la démonstration est extrêmement simple, consiste à dire que si vous mettez trop de fois 10 cm² dans 1 mètre carré, à un moment donné, vous allez devoir chevaucher. Alors, voici comment Poincaré l'écrit. Il écrit, il résulte de ce qui précède qu'il existe une infinité de trajectoires qui traversent une infinité de fois la région R0, mais il peut en exister d'autres qui ne traversent cette région qu'un nombre fini de fois. Je me propose maintenant d'expliquer pourquoi ces dernières trajectoires peuvent être regardées comme exceptionnelles. Vous voyez le style de Poincaré, la langue merveilleuse. Aujourd'hui, nos articles de maths sont écrits dans un anglais abominable. Le français de Poincaré est absolument délectable. Alors voici un exemple où le théorème ne marche pas. Une ellipse, regardez ce qui se passe. La trajectoire, elle ne revient pas. C'est un peu comme si j'avais lancé une bille et que j'avais satellisé la bille horizontalement. Je lance la bille, puis elle rebondit, elle ne revient plus près du point de départ. C'est la solution de Jules Verne. En bas à droite, la Terre, et puis horizontalement, ça serait la Lune. On a lancé la bille, et puis elle ne revient plus. Alors pourquoi ce n'est pas en contradiction avec Jules Verne, avec Poincaré? C'est parce que si je lance la bille un tout petit peu différemment, comme ceci, au début c'est presque pareil, et puis après ça revient. Le théorème de retour de Poincaré dit que si on veut ne pas revenir, il faut s'y prendre très 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 bien. Il faut viser parfaitement. Si on vise n'importe comment, on a toutes les chances de revenir. Bon, alors on a bien travaillé. Je vais vous montrer un deuxième intermède, si vous voulez bien. Ça aussi, c'est quelque chose qui a influencé, je crois, pas mal de jeunes, s'il veut bien parler. Bon, fini la rigolade, maintenant on va faire un petit peu de maths. Je vais vous montrer une illustration du théorème de retour de Poincaré. Cette illustration est très connue, s'appelle la transformation du chat. Alors vous avez ici un carré qui est en fait ce qu'on appelle un tore, c'est-à-dire c'est un carré Pac-Man. Dès que vous arrivez en haut, vous êtes en bas, dès que vous êtes à droite, vous êtes à gauche. Alors vous prenez une transformation qui a une écriture très simple. X, Y donne Y, X plus Y. Alors ça, vous prenez un petit chat,
et vous vous amusez à le transformer. Alors voici ce qu'il devient après 1 seconde, ça va encore. 2 secondes, vous voyez ce qui est en haut est en bas. Il est un peu déformé, le pauvre chat. 3 secondes. Puis vous voyez ce qui se passe. Hop, trop vite. Le petit chat devient gris, flou, toute la structure a disparu. Un physicien dirait que c'est le principe de la thermodynamique, ce qui était structuré perd sa structure et disparaît. Alors il y a quelques années, un journaliste, je crois, a trouvé une jolie illustration du théorème de retour de Poincaré en appliquant cette transformation du chat à la photo de Poincaré. Alors voici, on prend la photo de Poincaré, la voici. Là, je trouve qu'il a l'air un petit peu... On ne dirait pas qu'il est Poincaré quand même, je trouve. Et voici ce qui se passe. 1 itération, 2 itérations, 3 itérations, 4 itérations, 5 itérations, ça devient gris comme pour le petit chat. 7, 8, tout est gris, on ne voit rien. C'est tout gris. Et du côté de 200, 220 itérations, miracle, c'est le retour de Poincaré. Regardez, il n'y a pas de triche, hein? Poincaré revient. La transformation préserve l'air, Poincaré revient. Alors j'ai fait une petite variation, on s'est amusé avec Joss à faire une petite variation là-dessus. La variation est la suivante. Voici une image de Poincaré. Je vous garantis que c'est presque la même que la précédente. On a changé quelques petites choses que vous ne voyez pas à l'œil nu. C'est presque la même image qu'avant. Et puis je vais faire suivre la même transformation. Voilà, on y va. Une fois, c'est pareil. Poincaré se change. Et puis, au lieu d'attendre 240 itérations, du côté de 200, 210, il va se passer un phénomène. Et je vous garantis encore, je n'ai pas triché. Qu'est-ce qui se passe du côté de 200? Attention, attention. Une structure apparaît. C'est le retour de Cédric. Tout ça pour dire qu'on fait dire beaucoup de choses au théorème de retour de Poincaré, que tout revient. Mais ce qui est intéressant, c'est que la vraie vision qu'il faut avoir du monde, c'est vraiment des périodes de gris, comme ça, où rien n'existe. Tout est noir, tout est gris, il n'y a aucune structure. Et de temps en temps apparaît, fugitivement, pour quelques instants, une structure. Alors, je vais vous lire la belle phrase de Poincaré. Alors, je vous la lis et je vous laisse vous délecter. Tout ce qui n'est pas pensé est le pur néant, puisque nous ne pouvons penser que la pensée, et que tous les mots dont nous disposons pour parler des choses ne peuvent s'exprimer que de pensée. Dire qu'il y a autre chose que la pensée, c'est donc une affirmation qui ne peut avoir de sens. Et cependant, étrange contradiction pour ceux qui croient au temps. L'histoire géologique nous montre que la vie n'est qu'un court épisode entre 2 éternités de mort. La structure au milieu du gris. N'est qu'un court épisode entre 2 éternités de mort, et que dans cet épisode même, la pensée consciente n'a duré et ne durera qu'un moment. La pensée n'est qu'un éclair au milieu d'une longue nuit, mais c'est cet éclair qui est tout. C'est beau, hein? Mais c'est cette image qu'il faut avoir en tête. C'est vraiment une image du monde dans laquelle vous avez du gris et de temps en temps un Cédric qui apparaît, mais qui disparaît, Cédric. Alors, la suite des histoires, c'est, bien sûr, je vous ai dit que les points reviennent presque au point de départ. Alors, on a envie de se demander, mais est-ce que ça existe des points qui reviennent exactement au point de départ? Je veux partir d'un point, la planète se promène et elle revient exactement au point de départ. Quand ça arrive, et si ça arrive, on dit qu'il y a une trajectoire périodique. Alors, regardez un exemple très simple. Voici encore mon billard circulaire,
Et vous comprenez bien que si je vise pour faire une étoile à 5 branches régulière, j'ai une trajectoire périodique. Les points butent contre le bord du trajectoire de la table circulaire et reviennent après 5 rebonds. La question qu'on a envie de se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai un billard qui n'est pas rond? Est-ce qu'il existe une position de la bille qui soit telle qu'elle revient exactement après 5 fois? Est-ce qu'il existe des trajectoires périodiques pour le billard? Toujours en ayant en tête, est-ce qu'il existe des trajectoires périodiques pour la cuvette? Et surtout, est-ce qu'il existe des trajectoires périodiques pour les planètes? Mais nous travaillons pour l'instant avec le billard. Alors, Poincaré démontre un théorème assez jeune, quand il a 35 ans. Il démontre le théorème suivant qui va le hanter toute sa vie. Il démontre que si la table de billard n'est pas ronde, mais qu'elle est presque ronde, alors oui, il existe des trajectoires périodiques. Alors, je vais vous donner une indication de la manière dont Poincaré s'y prend pour démontrer ce théorème, mais vous devez comprendre que pendant 30 ans, ou peut-être 25 ans, Poincaré a essayé d'améliorer son théorème. Il a essayé de le démontrer pour toutes les tables billard, qu'elles soient très rondes ou peu rondes. Et ce théorème qui est là, probablement, il devait le ressentir comme un échec. C'était un théorème qui n'avait de valeur que pour un cas particulier, lorsque la table de billard est assez ronde. Alors voici comment s'y prend notre ami Poincaré. Donc je recommence avec ma table circulaire et je prends ma trajectoire pentagonale en forme d'étoile à 5 branches et je prends maintenant une table pas ronde. Et je me pose la question, mais comment faire pour trouver la trajectoire que vous voyez là, qui se referme au bout de 5 fois? Comment faire? Comment est-ce que j'ai fait avec Joss pour programmer l'ordinateur pour dessiner cette trajectoire qui a une période 5? Alors Poincaré utilise une méthode qui est sa botte secrète. Toute sa vie, dans tous les sujets possibles, il a toujours employé une méthode qu'il appelait la méthode de continuité. Vous avez un problème, vous voulez résoudre un problème, vous ne savez pas le résoudre. Bon, mais il y a une autre situation où vous savez le résoudre, ce problème. Alors vous passez du problème où vous savez résoudre la question à celui où vous ne savez pas le résoudre, vous passez de l'un à l'autre par un chemin continu. Et lors de cette déformation progressive, vous essayez de suivre, comme on dit par continuité, les solutions du problème pour montrer qu'à la fin, il y en avait une. Alors regardez ce que ça donne ici. Je vais vous montrer la déformation continue du pentagone lors de la déformation du billard. Et vous me le croirez si vous voulez, c'est beaucoup plus facile de démontrer qu'il existe un pentagone qui se déforme que de démontrer qu'il existe un pentagone. En fait, Poincaré met au point une stratégie extrêmement forte pour démontrer des théorèmes d'existence à partir de méthodes qu'on appelle de continuité. Alors ce théorème, il l'a démontré, je vous dis, en 1890, je pense, mais il était, comme je vous l'ai dit, assez déçu, il aurait probablement aimé pouvoir le démontrer plus généralement. Alors, en décembre 1911, donc quelques mois avant sa mort, il écrit à un éditeur d'un journal pour lui faire part de sa frustration, de se sentir incapable de démontrer le théorème pour les billards quelconques. Le théorème, que je vais vous énoncer dans un instant, selon lequel les trajectoires périodiques existent toujours, quelle que soit la forme du billard. Et je vais vous lire ce qu'il écrit, et je trouve que c'est assez poignant, surtout si on sait qu'il est mort quelques mois plus tard. Il écrit « Mon cher ami, je vous ai parlé lors de votre dernière visite d'un travail qui me retient depuis 2 ans. Je ne suis pas plus avancé et je me décide à l'abandonner provisoirement pour lui donner le temps de mûrir.
cela irait bien si j'étais sûr de pouvoir le reprendre. À mon âge, je ne puis en répondre. On peut se demander s'il n'avait pas un pressentiment sur sa mort. Et les résultats obtenus susceptibles de mettre les chercheurs sur une voie nouvelle et inexplorée me paraissent trop pleins de promesses malgré les déceptions qu'ils m'ont données pour que je me résigne à les sacrifier. Dans ces conditions, trouverez-vous convenable de publier un mémoire inachevé où j'exposerai le but que j'ai poursuivi, le problème que je me suis proposé et les résultats des efforts que j'ai faits pour les répondre, pour les résoudre. Ce serait peut-être un peu insolite, mais cela serait peut-être utile. Ce qui m'embarrasse, c'est que je serais obligé de mettre beaucoup de figures parce que je n'ai pu arriver à une règle générale, etc. Dites-moi, je vous en prie, ce que vous pensez de cette question et ce que vous me conseillez. Vous pouvez imaginer que l'éditeur, qui était tellement heureux de publier un article de Poincaré, lui a répondu le lendemain même qu'il serait enchanté de publier son article, même sans démonstration. Et voici quelques exemples de figures qu'on trouve dans le mémoire, qui sont des figures provisoires, qui, encore une fois, qui ne démontrent pas le théorème. Alors le théorème, c'est quoi? C'est donc le dernier théorème de Poincaré, publié vraiment quelques mois après sa mort, que les mathématiciens d'aujourd'hui appellent avec un peu d'émotion le dernier théorème géométrique de Poincaré. Ce théorème, je vous l'ai dit, traite de trajectoire périodique, traite de billard, traite de cuvette, traite de tout ça, mais pour l'énoncer de la manière la plus succincte possible, il parle de transformation de l'anneau. Alors il dit voilà, une transformation de l'anneau dans lui-même qui préserve l'air, comme le sont les transformations qui proviennent de la mécanique, et qui fait tourner les deux bords dans des sens différents, a nécessairement une infinité de points périodiques. C'est le théorème qu'il aurait aimé démontrer et qu'il n'a pas démontré. Alors, voici une illustration. Vous avez ici un anneau. Et puis, Josse a dessiné son image par une transformation qui respecte l'air. Et vous voyez qu'on voit apparaître des structures, des jolies images qu'on a vraiment envie de comprendre et que les mathématiciens d'aujourd'hui comprennent un peu mieux, beaucoup mieux, mais tant de choses restent encore ouvertes. Alors je vous propose maintenant encore un troisième intermède. Non, plus tard. Je voulais vous mettre quelques visages de quelques continuateurs de Poincaré. Ce monsieur, M. Birkhoff, a attendu la mort de Poincaré pour démontrer son théorème. L'année suivante, il a démontré le théorème que Poincaré avait conjecturé. Et puis je vous montre quelques photos rapidement. Ici vous avez Seifert, ici vous avez Arnold, ici vous avez Paul Schweitzer, ici vous avez Jenny Harrison, ici vous avez Christina Kupperberg, et ici vous avez Cliff Taubes. J'en ai choisi à peu près un par décennie pour vous indiquer que le problème continue, les gens continuent à travailler. Cliff Taubes, par exemple, vient de résoudre une conjecture très ancienne sur les orbites périodiques qui est tout à fait intéressante. Et voilà, je vous ai promis un dernier intermède. C'est un intermède que ceux d'entre vous qui ont mon âge ou un peu plus se souviennent. Nous étions tous émus lorsque l'homme a posé le pied sur la Terre, sur la Lune, pardon. Nous étions tous émus, je suis ému encore. Dans ma famille, mais je sais que dans beaucoup de familles françaises, mes parents m'avaient réveillé à 3h56 du matin pour regarder la télévision, pour voir cet événement incroyable du succès de la science. Peut-être que je suis scientifique à cause de ça. Peut-être. Alors, voici une minute historique où vous avez Armstrong. C'est plus Tintin maintenant, c'est Armstrong. Avec cette phrase. Although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. C'est moins coloré que Tintin, hein?
step off the limb now. Et vient la phrase That's historique. one small step for man, one giant leap for mankind. Bon, vous savez que cette phrase semble laisser croire que l'ambition des États-Unis était uniquement de faire un pas gigantesque pour l'humanité, mais vous savez également que la guerre froide et la lutte contre les Russes As the étaient au cœur de tous ces problèmes et que, encore une fois, surface is fine la and science powdery, et la guerre I can ne sont pick jamais it bien up loin. loosely with my toe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, je crois que vous le savez, les progrès dans la balistique et dans la manière d'envoyer des objets dans l'espace ont été gigantesques, en particulier à cause des travaux de mécanique céleste de Poincaré. Je vous ai montré ici les trajectoires suivies par ces sondes absolument incroyables que sont Voyager 1, Voyager 2, qui sont partis en 1977 de la Terre et qui se promènent dans le système solaire et qui passent par des trajectoires absolument stupéfiantes près de toutes les planètes du système solaire. Et puis, cette photo qui est une photo extrêmement récente puisqu'elle date de cet été, où vous avez une photographie de Mars prise par, je ne sais pas s'il faut appeler ça une sonde, hein, par Curiosity. Et vous voyez que les choses continuent, qu'on ne s'arrête pas. Mais alors pourquoi on fait tout ça? Est-ce qu'on fait ça pour la technologie? Est-ce qu'on fait ça pour le bien économique? Alors je voudrais juste terminer par deux citations. La première, ce n'est pas une citation de Poincaré. C'est une citation d'un autre mathématicien que j'admirais beaucoup et qui est décédé il y a exactement 10 ans et dont on parle trop peu à mon goût. C'est René Thom. René Thom était un très très grand mathématicien, sans aucun doute un héritier de Poincaré, qui avait beaucoup de choses en commun avec Poincaré. Et à un moment, on lui demande pourquoi il travaille, quel est son but. Et voici ce qu'il dit. Une grande partie de mes affirmations relève de la pure spéculation. On pourra sans doute les traiter de rêverie. J'accepte le qualificatif. Au moment où tant de savants calculent de par le monde, n'est-il pas souhaitable que d'aucuns qui le peuvent rêvent? Ça, c'est le point de vue de Thom, et maintenant je voudrais vous lire un point de vue de Poincaré. Et je pense que ça illustre un peu, avant cette conférence, Cédric me disait, mais tu te rends compte qu'il fut un temps où notre République avait assez d'argent pour fabriquer un amphithéâtre de cette nature dédié à la science. Est-ce qu'aujourd'hui on fait encore ça? Alors je vais vous lire une citation de Poincaré qui répond un peu à ça. Il dit « Les gouvernements et les parlements doivent trouver que l'astronomie est une science qui coûte très cher. Le moindre instrument coûte des centaines de mille francs de l'époque. Le moindre observatoire coûte des millions. Chaque éclipse entraîne à sa suite des crédits supplémentaires. Et tout cela pour des astres qui sont si loin, qui sont complètement étrangers à nos luttes électorales et n'y prendront vraisemblablement jamais aucune part. Il faut que nos hommes politiques aient gardé un reste d'idéalisme, un vague instinct de ce qui est grand. Vraiment, je crois qu'ils ont été calomniés. Il convient de les encourager et de leur bien montrer que cet instinct ne les trompe pas et qu'ils ne sont pas dupes de cet idéalisme. L'astronomie est utile parce qu'elle nous élève au-dessus de nous-mêmes. Elle est utile parce qu'elle est grande. Elle est utile parce qu'elle est belle. Voilà ce qu'il faut dire. C'est elle qui nous montre combien l'homme est petit par le corps et combien il est grand par l'esprit, puisque cette immensité éclatante où son corps n'est qu'un petit point obscur, son intelligence peut l'embrasser tout entière et en goûter la silencieuse harmonie. Voilà, à l'époque de Poincaré, les politiques avaient le sens du grand et du beau. Alors pour terminer, voici une carte de la Lune.
C'est une carte de la face cachée de la Lune, celle qu'on ne voit jamais. Et en bas à droite, là, du côté sud, vous voyez le cratère Poincaré. Poincaré a eu l'honneur d'un cratère. Et si on va un petit peu au nord-ouest de Poincaré, j'étais très content de voir ça. On voit le cratère Jules Verne. Jules Verne et Poincaré sont très proches. Ils sont, je crois que ça fait 200 km l'un de l'autre sur la Lune. Voilà, mon exposé est terminé. Je voudrais juste vous montrer un peu comme la fin d'un film de Charlot, l'une des toutes dernières photos de Poincaré. Poincaré s'en allant sur la plage, probablement dans l'été qui précède son décès. Alors, il s'en va. Peut-être que je peux conclure mon exposé en disant « Reviens, Poincaré ». Merci beaucoup. S'il faut que je fasse comme Tadashi, je n'y arriverai pas parce que je ne vous vois pas du tout. Y a-t-il des questions? Oui, j'en vois une au fond, là. Oh. Peut-être une voix puissante. Oui. Oui. Oui, oui. Bon, je vais essayer de répéter, je ne suis pas sûr que tout le monde a compris. Donc effectivement, dans l'histoire de la Terre à la Lune, aux terres de la Lune, etc., il y a beaucoup d'aventures qui se passent. Et parmi celles-ci, le bolide est perturbé par un astéroïde qui est un deuxième satellite de la Terre, en plus de la Lune. Et cette perturbation change la trajectoire du bolide. Enfin, c'est une histoire compliquée. Et si j'ai bien compris, la question qui est posée, c'est qu'à l'époque de Jules Verne, donc je répète ce que je viens d'entendre, les gens étaient persuadés qu'il y avait un astéroïde qui tournait autour de la Terre, en plus de la Lune. C'est bien ça? Alors en fait, non, oui et non. C'est un observateur, un astronome bordelais, si je me souviens bien, qui, en croisant quelques observations de paysans, avait conclu à la possibilité d'un astéroïde tournant autour de la Terre. Et puis, il y a eu certaines controverses, et le grand astronome de l'époque, Le Verrier, s'est mis en colère contre son collègue bordelais, ils se sont disputés, et il a été conclu qu'il n'y a rien du tout de cette nature. Donc effectivement, à un moment, à peu près, effectivement, au moment de la rédaction de la Terre à la Lune, il y avait une espèce de petite controverse parmi les astronomes pour savoir si la Lune était bien le seul satellite de la Terre. Mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai lu un article très intéressant par un astronome qui s'appelle Bacchus, qui s'appelle Jules Verne et l'astronomie, dans lequel Bacchus s'amuse à trouver toutes les erreurs et puis les choses correctes, mais essentiellement c'est faux, bien sûr. On se demande parfois si Jules Verne a compris la loi de Newton, mais enfin c'est pas important, c'est pas important. Voilà. Enfin, je crois qu'à ma connaissance aujourd'hui, je ne suis pas un spécialiste, mais à ma connaissance aujourd'hui, il n'y a pas, la Lune est le seul satellite de la Terre. Est-ce qu'on peut le prouver? Ben non, je ne pense pas. Il y a peut-être des petites chevaux. Non, il y a peut-être un petit rocher qui fait 5 cm qui tourne autour. Enfin, j'en sais rien, moi. Attention, je suis mathématicien, moi. Une erreur dans l'interprétation physique des choses, c'est que Jules Verne a dit, il a dit dans son roman que
que les 3 astronautes là étaient attirés vers la Lune. Oui, oui. Or c'est faux puisque on restait en apesanteur parce qu'il n'y avait aucune force qui s'exerçait. Est-ce que Poincaré lui-même il avait rectifié cela? Bien sûr. Il y a à peu près n'importe quel étudiant de physique lisant de la Terre à la Lune voit des impossibilités partout. Donc, pour dire les choses simplement, Jules Verne pense que quand le boulet s'en va, tant qu'il est accéléré, les gens qui sont dedans ressentent la pesanteur. Et sa théorie, c'est que ça n'est qu'au moment où on atteint le point que nous appelons le point de Lagrange, c'est-à-dire le point où la force d'attraction de la Terre est égale à la force d'attraction de la Lune, à ce moment précis où les deux forces d'attraction sont égales, à ce moment, Jules Verne pense qu'il y a apesanteur à l'intérieur du boulet, mais à nul autre moment. Alors, ce qui fait que pendant tout le bouquin, tout se passe bien, ils sont assis dans leur fauteuil, ils fument leur pipe, etc. Et puis quand ils arrivent à cet endroit précis, alors là, il se passe des choses incroyables, ils montent au plafond, et des choses comme ça. Donc, ça, c'est une erreur que, bien sûr, Poincaré n'aurait pas faite. Hein. Mais d'ailleurs, c'est une erreur que même Hergé n'a pas faite non plus, puisque pour Hergé, la situation est un peu différente, parce que vous avez vu dans la bande dessinée, dans le dessin animé, que la fusée est en permanence sous l'accélération des réacteurs. Autrement dit, pendant tout le vol, il y a gravitation créée par l'accélération de la fusée. Seulement au moment où la fusée doit se retourner pour descendre sur la Lune, à ce moment, l'accélération s'annule, l'apesanteur prend possession de la fusée, et c'est là que le whisky du capitaine Haddock sort de son verre. Voilà. Mais Hergé est plus dans le vrai que ne l'était Jules Verne. Oui. Merci. Dans la fin de votre exposé, vous avez dit, vous avez fait référence à la période 1911, bon, ça a un sens, et vous avez dit que les politiques, vous laissez croire que les politiques, ils étaient sensibles au dernier message de Poincaré. Dans l'exposé que Thibaut Damour a fait à l'Académie des sciences il y a un peu plus de 15 jours, il a cité une lettre extrêmement intéressante pour effectivement démentir ce point de vue, c'est-à-dire que les politiques n'avaient pas entendu ça, de l'Académie des sciences allemande au sujet effectivement de la science, notamment de la science mathématique en France. Alors, je ne veux pas faire de fausses citations, mais est-ce que vous avez eu connaissance de cette déclaration donc pré-guerrière de l'Allemagne en 1912 à peu près sur les rapports entre la science allemande et la science française? Je ne sais pas exactement ce à quoi vous faites d'accord. Tout ce que je peux, faites allusion. Tout ce que je peux dire, c'est que Poincaré avait un rapport avec l'Allemagne en particulier, mais avec l'Europe et l'étranger en général, extrêmement internationaliste. Donc, premièrement, il faut savoir que Poincaré parlait parfaitement l'allemand. Peut-être parce que les Allemands avaient envahi sa ville natale quand il était petit, mais il parlait parfaitement l'allemand et il a entretenu pendant toute sa vie des rapports extrêmement chaleureux avec ses collègues allemands, mais anglais, suédois, etc. Donc je pense que Poincaré était tout sauf un guerrier, tout sauf il était un patriote, mais qui ne l'était pas à l'époque. Donc je suis désolé, je ne suis pas au courant du texte précis dont vous parlez. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. On sait qu'il entretenait des très bonnes relations avec Lorentz, par exemple, qui d'ailleurs va le saluer bien après sa mort sur sa contribution à la théorie de la relativité, reconnaissant effectivement que ça n'était lui le père fondateur. Non, c'est l'autre question, c'est sur la question des rapports de la science avec la politique. C'est une question passionnante, bien sûr. Dans votre exposé. Voilà. Non, tout ce que j'ai voulu dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, je crois qu'il est assez indiscutable qu'à l'époque, les politiques avaient vis-à-vis de la science une vision plus idéaliste, comme le dit Poincaré, et ils étaient prêts à dépenser de l'argent public pour des œuvres qui n'avaient pas de mission utilitaire immédiate. Voilà. Je pense que c'est un fait. Voilà.
Évidemment, la guerre a changé beaucoup de choses par la suite. Hein. Oui. Les 2 guerres ont changé beaucoup de choses, bien sûr. Quand vous avez énoncé le théorème sur l'existence des orbites périodiques, vous avez parlé de billards suffisamment ronds. En Oui. quel sens? Justement, j'ai évoqué la preuve. La preuve consiste à dire je prends un billard qui n'est pas rond, je le relie à un billard qui est rond, et j'essaye, dans cette déformation progressive, de prendre mon hexagone, mon pentagone, mon étoile pentagonale, et j'essaie de la suivre par continuité. Alors ce que démontre Poincaré, c'est que je peux le faire, enfin il peut le faire, mais tout au moins tant que le chemin n'est pas trop long, c'est-à-dire tant que la déformation n'est pas trop importante. Alors maintenant, je vais vous donner on va dire des epsilon, et on va faire des maths si vous voulez. Donc le théorème, ça serait, si vous avez une courbe, si le bord de la table de billard a une courbure qui est comprise entre 1 et 1 plus epsilon, pour un certain epsilon, alors il existe une orbite périodique. Hein? Mais en plus, le epsilon n'est absolument pas calculé, pas calculable, donc c'est un théorème qui était très frustrant, très, très théorique et très peu utilitaire. Tu me diras, il est quand même rare qu'on joue au billard dans des tables comme ça. Mais voilà. Donc j'ai répondu à la question. Merci. Un peu dans le même style, dans les théorèmes de... Ici. Ah, très bien. Dans les théorèmes de retour de Poincaré, il y a des presque impossibles, presque voilà. sûrs. Ça, c'est aussi un coup de génie de Poincaré. Alors bien sûr, je ne vais pas raconter tout ça. Presque sûr, presque partout, presque toujours. Dans les livres d'aujourd'hui où on présente ce théorème, pour exprimer ce presque tout, presque toujours, on utilise ce qu'on appelle la théorie de la mesure. La théorie de la mesure est maintenant une partie assez classique de ce qu'on apprend dans les premières années d'université. Mais il faut savoir que cette théorie est pour l'essentiel due à M. Lebesgue, et que M. Lebesgue a développé cette théorie après Poincaré. Et donc, c'est tout à fait exceptionnel de voir que Poincaré, n'ayant pas à sa disposition la théorie de la mesure, et ne pouvant donc pas définir proprement ce que ça veut dire presque tout, eh bien, dans le texte que je vous ai montré, il dit « je vais en donner une définition claire », mais il ne donne pas du tout une définition claire. Il en a l'intuition. Et dans tous les livres de Poincaré, il utilise ce concept de presque toujours, presque tout, etc. Il l'utilise sans avoir à sa disposition l'outil moderne qui permettrait de le faire. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il l'utilise sans faire jamais d'erreur. C'est-à-dire qu'on pourrait presque penser qu'il avait inconsciemment dans sa tête, à sa disposition, la théorie de la mesure qui n'existait pas encore. Hein, donc ça, c'est tout à fait passionnant. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de lire et de rapporter, comme on dit, sur une thèse d'histoire des mathématiques, dans laquelle la personne qui soutenait sa thèse essayait de comprendre l'évolution du concept de presque tout chez les mathématiciens du XIXe siècle, et en particulier chez Poincaré, et de voir que ces concepts émergent graduellement. Et il ne faut pas croire qu'un jour, M. Lebesgue arrive avec sa théorie et qu'à partir du lendemain, on peut s'en servir. Non, la théorie de Lebesgue est arrivée parce que des précurseurs l'avaient utilisée, et Poincaré fait partie des plus grands précurseurs de la théorie des probabilités, de la théorie de la mesure. Même si formellement, si on regarde le texte de Poincaré aujourd'hui, on n'est pas content, parce qu'il utilise des choses sans le démontrer. Je crois qu'il est l'heure de... Non. C'est Martin.
c'est pas gentil parce que Martin voulait poser une question. Tu as donné un intervalle entre 11 023 mètres secondes et 11 024 mètres secondes. Est-ce que c'est pas sensible aux variations du champ gravitationnel terrestre à ce niveau-là? Je pense que la valeur que j'ai donnée est probablement incorrecte, mais la différence entre les deux n'est pas incorrecte. C'est-à-dire que l'écart de vitesse entre ce qui te permet d'aller sur la Lune et ce qui te permet de sortir du système solaire, en quelque sorte, est vraiment petit, de l'ordre du mètre par seconde. Mais du coup, si on ne tient pas compte du fait qu'à l'endroit donné, le champ n'est peut-être pas exactement égal au champ moyen, on va se tromper, on va se tromper, rater. Mais c'est bien pour ça que les Américains, ils avaient des petites fusées dans les coins pour corriger. Hein, il faut savoir que Apollo 11 n'a fait que 3 corrections dans sa trajectoire, mais c'est microscopique. Mais oui, il faut faire des corrections. Maintenant, il faudrait poser la question à quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi. Mais je crois que, en tout cas, le fait est là, que la petite plage dans laquelle on peut atteindre la Lune sans risquer de partir est vraiment toute petite. Peut-être que Alain, tu sais ça, non? Non? Donc, vous vous dites mathématicien, et pourtant vous parlez beaucoup de physique, d'astronomie et tout et tout. Est-ce que vous faites vraiment une limite entre tout ça, ou est-ce que pour vous, vous êtes vraiment universel, vous n'avez aucun domaine d'études vraiment précis, vous faites Poincaré était universel, moi, hélas, non. Ouais. Mais j'aimerais l'être, hein, mais je ne le suis pas, malheureusement. Donc, moi, voilà, j'ai un intérêt extrêmement large. J'aimerais avoir des dons qui me permettent de cultiver un peu partout. Donc, du coup, je cultive là où je sais que ça pousse, quoi. Donc, oui, j'aimerais. Poincaré, oui. Voilà. Donc, je pense que c'est l'ambition de beaucoup de mathématiciens, beaucoup de scientifiques, et de ratisser le plus large possible. Mais c'est pas facile. Par exemple, les questions qu'on m'a posées là à l'instant sur le champ moyen, tout ça, sont hors de mon champ de compétences. Mais je le reconnais. Tout à fait. Il faudrait qu'on aille voir quelqu'un qui connaisse bien le champ gravitationnel de la Terre, et c'est pas moi. Et j'en suis désolé. Écoutez, merci beaucoup. Je crois que la suite des événements, c'est un...